Et bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur Série à vente et aujourd'hui on va parler d'un gros morceau. That was fun. Bangity bang, I said bang bang bangity bang 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 bangity bang. Comment j'ai découvert cette série déjà? Je me rappelle très bien qu'à l'époque, en 2003, ma série préférée Buffy contre les vampires se terminait et je me retrouvais orphelin, mis à part la série Urgence qui a continué quelques années. Je n'ai pas réussi à trouver une nouvelle série pour prendre le relais, sachant que je regarde toujours les séries 2 par 2. Je regardais donc Buffy et Urgence pendant un certain nombre d'années et quand Buffy a laissé sa place et qu'Urgence a continué, j'ai essayé de remplacer Buffy par des séries comme Lost ou comme 24 heures chrono, des séries que j'évoquerai un jour, mais c'était des séries, j'ai envie de dire, en sucre rapide, aussitôt que tu l'as éteint, tu oublies. Donc j'avais besoin d'une série qui me marque à nouveau, et je n'y croyais plus jusqu'à l'année 2010. 2010 qui a été une année compliquée pour moi à titre personnel. J'avais besoin de réconfort, j'avais besoin de chaleur, j'avais besoin de me changer les idées, et on m'a justement dit, mais regarde How I Met Your Mother, c'est la série parfaite pour toi. Zitchog, Cocker Spaniel and the Jetta. It's Marshall Erickson, 28, Daphne, 0. For the 28th time, I'm not playing, you stupid! Alors je demande, qu'est-ce que c'est? C'est un sitcom, je n'aime pas les sitcoms. Je n'aime pas les sitcoms, en tout cas je n'aimais pas les sitcoms parce que pour moi, le cadre d'un sitcom est toujours très serré. C'est-à-dire que tu es toujours dans les mêmes pièces, avec les mêmes personnages. Les sitcoms, ça mise à fond sur les personnages et je trouvais ça limité de pas pouvoir sortir, d'aller où on voulait, ou de faire des choses un peu plus ambitieuses que des dialogues tout le temps. Donc c'est pour ça que je me dirigeais pas vers cette sorte de média, entre guillemets, et que je n'ai pas regardé, par exemple, Friends à l'époque, que tout le monde regardait. Moi, je ne regardais pas Friends, j'ai essayé. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix de la VO et de la VF, et Friends en VF, je suis désolé, mais j'y arrivais pas. Il y avait Joey qui avait la voix d'Alex. Pour moi, c'était Alex qui parlait, pas Joey, donc je n'y arrivais pas. Heureusement, en 2010, les DVD sont sortis, on pouvait regarder les films en version originale, donc j'ai acheté les 5 premières saisons d'How I Met parce qu'en 2010, il y en avait 5. Je les ai mis en VO direct parce que moi, je me pose pas la question quand une série est en anglais, je la regarde en anglais, ou si elle est en espagnol, je la regarde en espagnol, mais en doublage, sûrement pas. Et pour moi, une série télé, ça doit t'accrocher tout de suite, ça doit t'embarquer. Je ne suis pas du genre à me dire, ça va mieux dans la saison 2 ou dans la saison 3, faut être patient, c'est long à se mettre en place. Non, je veux quelque chose qui me chope dès le début. Ça peut être un personnage atypique, ça peut être 2 personnages, ça peut être un ensemble de personnages, ça peut être une histoire qui potentiellement m'intéresserait. Je suis pas partisan du tu verras dans la saison 14 ça commence. Non. Moi ça doit accrocher dès le début et j'avais vraiment besoin d'une série qui m'accroche dès le début et c'est le cas dans I Met Your Mother parce que dès les premières minutes du show ça m'a pris. Hey Barney, see that girl? Oh yeah, you just know she likes it dirty. Go say hi. I can't just go say hi. I need a plan. I'm gonna wait until she goes to the bathroom and I'll strategically place myself by the jukebox. So that Hi, have you met Ted? Ce qui a fait aussi que j'ai acheté les 5 saisons d'How I Met Your Mother en 2010, c'est qu'il y avait Allison Hannigan sur la jaquette. Et comme je cherchais une série qui m'apportait autant de bonheur que Buffy, forcément, Allison Hannigan, ça faisait déjà 20% du taf. Donc je vous le disais, How I Met, ça m'a pris dès le début. Et pourquoi, pour ceux qui connaîtraient pas la série, qu'est-ce qui fait que cette série m'a accroché et peut encore vous accrocher même en 2020? Et pour ceux qui connaissent bien la série, prenons un petit bain de nostalgie. Yes. Ma vidéo va être en 6 parties. La première partie, ça va parler du concept de base qui pour moi fait la moitié de l'intérêt du show, c'est-à-dire le principe du narrateur. Parce que au moment où on commence l'histoire, on est en 2030 et le personnage principal qui est Ted va raconter à ses enfants comment il a rencontré leur mère un certain nombre d'années plus tôt. Je crois que ça commence en 2005. Donc on se téléporte immédiatement en 2005 et le concept de la série, c'est que comme tu racontes quelque chose qui a eu lieu il y a un moment, un certain nombre d'années, tes souvenirs peuvent être troublés, peuvent être effacés, peuvent être partiels ou tu peux avoir envie de raconter une histoire de façon un peu enjolivée pour justement impressionner tes enfants par exemple. Donc ça permet d'avoir
dans un épisode de 20 minutes des vérités, des contre-vérités que tu peux contredire tout de suite. En fait, il y a une interaction entre Ted qui raconte son histoire, l'histoire telle qu'elle est racontée, l'histoire qui peut être racontée 2 fois parce qu'il se rend compte qu'il s'était trompé, ou alors il peut tout de suite dire qu'est-ce qui s'est passé après sans qu'on le voit parce que lui, il le sait, vu qu'on est en 2030. Donc ce côté voyage dans le temps entre le futur, le passé, ou parfois des périodes entre les deux, ou parfois même au-delà de 2030 parce on va aussi avoir parfois des images de après. Forcément, ça va être super riche, super dynamique, super vivant. C'est ce qui va d'ailleurs différencier la série de Friends, parce qu'on dit souvent que How I Met est une copie, parfois même une pâle copie de Friends. Non, c'est un hommage à Friends, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, je le reconnais, mais c'est Friends plus la patte How I Met qui te raconte une histoire qui est déjà terminée au moment où on la commence nous. I am so sick of this song. Don't worry, it comes around again. What do you mean? Just to be the man who walks 1,000 miles and falls down at your door. Donc, argument numéro 1, la narration qui fait que on ne s'ennuie pas et que quelque part la voix off permet de te cadrer, de te situer et de jouer sur le temps, sur l'humour et sur les personnages. Maintenant, il y a les personnages. Parce que dans un sitcom, ça ne tient qu'avec les personnages. Là, pour le coup, c'est les personnages plus la réalisation, j'en parlerai après. Mais les personnages dans un sitcom, si t'as pas de personnages, tu peux pas. Tout se base sur le personnage, sur les lieux où ils vont se parler, en général des appartements ou des cafés ou des bars, mais les personnages, c'est la base d'une sitcom. Et t'as besoin de personnages atypiques. Si tu regardes les gens que tu croises dans la vie, dans la rue, ça n'a aucun intérêt. Il faut que dans un sitcom ou dans une série en général, tu y trouves des personnages qui ne sont que là. Des amis que tu rêves d'avoir, par exemple. Friends à Phoebe. Phoebe qui est un personnage extraordinaire. Oh, hey, Nick the boxer. Let's see what you got. All right, yeah, put him up. Come on. Hey, you're pretty good at this. Hey, now. Hey! Ow! Qui porte à elle toute seule, peut-être avec le personnage de Joey dans Friends, mais qui porte la série sur ses épaules. Dans How I Met, évidemment, c'est le personnage de Barney Stinson. Barney Stinson, pourquoi? Parce que c'est une énigme, c'est un mec plein de mystères, ne serait-ce que à chaque fois qu'on lui demande quel boulot il fait. Seriously, what is it that you do? Please. Okay, seriously, what do you do for a living? Please. Are you finally gonna tell me exactly what your job is? Please. Et d'ailleurs, je trouve ça génial parce que ça montre à quel point cette série est bien écrite. C'est vers la fin de la série, c'est peut-être même dans la dernière saison qu'on dévoile, en fait, et je vais vous le montrer, que Please était les initiales de ce qu'il faisait. Donc à chaque lettre, il y avait quelque chose qu'il devait faire. Donc à chaque fois qu'il disait Please, dans le genre, je vais pas te dire, en fait, si, il le disait à chaque fois. Et ça, c'est un exemple parmi des centaines d'exemples de ce que cette série a dans le ventre. Une bonne partie de ce que cette série a dans le ventre est due à Barney, qui, de par son mystère sur son travail et aussi sur sa fortune, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est riche, qu'il gagne bien sa vie, même si on ne sait pas comment. Il a un appartement très très classe, rempli de mystères aussi. En fait, grâce à Barney, comme avec Phoebe dans sa folie de Friends, tu as l'impression qu'il peut porter les personnages dans plein de situations que tu ne vois nulle part ailleurs. Il y a que Barney qui peut aller à Atlantic City, jouer à un jeu chinois où personne ne comprend rien, et gagner pour offrir son gain à ses amis qui voulaient se marier. Le fait qu'il n'y ait pas de problème d'argent avec Barney, qu'il puisse embaucher ses potes à son travail, même si on sait pas vraiment ce que c'est, pour qu'ils gagnent bien leur vie, t'as l'impression que voilà, Barney c'est vraiment le moteur qui soude en fait la team, parce qu'il a beau être volage, un peu foufou, c'est quand même lui qui met l'ambiance, et puis c'est lui qui matériellement leur permet à chacun d'avancer parce qu'il est d'une énorme générosité. Un autre exemple de Barney, c'est que à un moment il croit que son père c'est le présentateur du Juste Prix. Rich, what is the name of our next participant? Bob, it's Barney Stinson. Come on down. You are the next contestant on the Price is Right. Barney, what do you bid Tu on te dis évidemment que c'est pas ça, mais ils vont aller jusqu'au bout, ils vont vraiment mettre Barney dans le Juste Prix, et Barney va tout faire pour gagner, pour avoir un moment avec son soi-disant père. Et pour gagner, il connaît absolument les prix par cœur. Tu te dis mais c'est pas possible, et comme c'est Barney, tout est possible avec Barney, parce qu'on sait tellement rien de lui, mais on sait qu'il est riche, on sait qu'il a les moyens, mais on sait pas comment, que finalement tu peux tout faire passer. Tu peux tout faire, tout passe avec Barney. Il peut jouer à un jeu et le gagner, tu sais sûr qu'il va le gagner. Enfin, en fait, t'as l'impression qu'il est invincible, même si on va voir qu'évidemment dans le jeu il a des failles. Mais pour le coup du Juste Prix, c'était extrêmement drôle.
Alors évidemment, il n'y a pas que Barney, il y a la team, mais pour moi, c'est Barney et après, il y a les autres. Même si le fait qu'on voit tout de suite Robin, la dernière qui arrive, on voit sa rencontre dès l'épisode 1, en fait, on voit que Robin arrive et on voit comment est-ce qu'ils vont l'intégrer dans le groupe. Un groupe de 4 qui se connaît déjà depuis un moment. Et en fait, encore une fois, cette narration interactive va permettre très rapidement de voir comment chacun s'est connu. Donc tu perds pas de temps à essayer de deviner avec des souvenirs qui peuvent être évoqués dans des simples phrases. Tu vas carrément voir dans des flashbacks, parce qu'il suffit que Ted en parle pour dire voilà, ça s'est passé comme ça peut durer 2 minutes et on revient à la réalité. Encore une fois, c'est très vivant. Pour le coup, Robin, comme elle vient d'arriver, on va s'identifier à elle parce que du coup, ça va être nous qui intégrons ce groupe déjà en place depuis des années, depuis qu'ils faisaient leurs études ensemble. Sauf Barney, qui s'est incrusté quelques années avant que Robin arrive. D'ailleurs, on le voit, la rencontre est géniale, elle est toute con. Hein. La rencontre avec Ted et Barney dans le bar, ou quelque part, il dit Ted, t'es mon meilleur ami, on se connaît depuis 5 minutes. Ah non, on se connaît pas. Si, on s'est connus dans les toilettes. Et puis c'est parti de là, quoi. Donc encore une fois, ces allers-retours plus ces personnages atypiques fait que au bout de 5 minutes, tu es dedans. Le coup de comment Barney essaie d'approcher les filles de Ted, parce que autant Ted est un timide qui se pose 10 milliards de questions, autant Barney, lui, il est très libre, il y va, et ça marche à chaque fois. Mais il n'hésite pas, sauf de temps en temps, à faire le boulot pour Ted pour qu'il puisse parler à des nanas. Après, il s'éclipse pour laisser Ted faire. En général, ça marche pas trop parce que Ted, il est un petit peu embrouillé. Mais c'est comme ça que Robin va rentrer dans le groupe. Et donc, si tu comprends d'où viennent les personnages, les enjeux, leurs interactions dès l'épisode 1, bah forcément, tu vas regarder la suite. En tout cas, moi, ça me l'a fait. Et en tout cas, pour moi, c'est important. Wow, Lily, you look so beautiful. I know, I'm beautiful. I'm a fairy princess. Et bien que dans la série, t'es un couple avec Lily et Marshall, un couple qui est censé être irréprochable, qui est, en gros, ils se sont rencontrés quasiment en premier, et ils ont été en couple quasiment toute leur vie jusque-là. La série va quand même te surprendre en les séparant dès la fin de la saison 1, pour qu'on ait un Marshall célibataire et une Lily célibataire, et qu'on ait en fait l'inversion. Au moment où Ted va réussir à sortir avec Robin à la fin de la saison 1, c'est le moment où Marshall et Lily, eux, vont se séparer. Il y a une scène tout à fait touchante d'ailleurs, où Marshall est sous la pluie devant chez lui et qui montre à Ted qu'il a la bague de fiançailles que Lily lui a rendue. Et au moment où Ted allait lui annoncer qu'il était en couple avec Robin, il va pas le dire, il va s'asseoir à côté de son ami en silence. Et How I Met, c'est aussi beaucoup de moments d'émotion comme ça, assez simples, il n'y a pas de dialogue, où il y a juste une belle musique. How I Met, c'est aussi ces moments-là très touchants, très touchant et très sincère. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc il y a beaucoup de moments magnifiques comme ça dans cette série, en dépit du fait qu'elle soit très drôle. La troisième particularité, donc en numéro 1, la narration, en numéro 2, les personnages, en numéro 3, c'est la réalisation. Après, la réalisation, elle est intégralement reliée au fait qu'on a un narrateur qui parle. J'ai parlé des voyages dans le temps, mais il n'y a pas que ça. Comme Ted parle de son histoire avec des enfants, il va parler souvent en métaphore que le public va voir à l'écran. Je prends un exemple. Par exemple, ils fument souvent de l'herbe dès leur jeunesse et de temps en temps quand ils sont adultes. Mais pour pas que le spectateur le voie, et surtout pour pas que les enfants, entre guillemets, le voient, même s'ils ne le voient pas, ils mettent des sandwichs à bouffer à la place des joints qui sont en train de fumer. Donc ça te donne des scènes marrantes où tu veux un sandwich, alors qu'on sait un sandwich dans un sac plastique, par exemple, ça n'a rien à faire là. Et quand ils vont manger le sandwich, ils vont tousser. Et c'est pas parce qu'ils s'étouffent à cause du sandwich, c'est à cause d'autre chose. Mais du coup, cette métaphore va durer toute la série. À chaque fois, tu vas avoir des sandwichs. Ils vont rigoler, ils vont être un peu dans l'euphorie alors qu'ils sont en train de bouffer, mais en fait, ils sont pas en train de bouffer. C'est ce que tu vois avec un espèce de filtre. En gros, et si tu enlèves le filtre, tu vois qu'ils sont en train de fumer. Mais il y a beaucoup de métaphores comme ça dans la série qui sont géniales parce que ça se répète pas à chaque épisode, mais c'est un peu un fil rouge. Et je parlerai des fils rouges après. Cette narration permet aussi, encore une fois, des déformations dans le temps. Il y a un épisode où, justement, ils ont mangé un sandwich dans un stade où ils devaient regarder un match, et comme ils sont tous les deux un peu ailleurs, ils vont se perdre dans le couloir du stade, et en fait, ils vont tout rater. Je sais plus si c'était un concert ou si c'était un match, mais ils vont passer tout le match dans le couloir à chercher où est-ce qu'ils peuvent acheter à manger, pour le coup. Et on va découvrir en fait que à la fin de l'épisode, ils sont partis que 2 minutes parce que via les caméras de surveillance, on va voir une autre version que ce que eux ils avaient en tête. Encore une fois, dans le même épisode, via les transitions très nerveuses, tu peux montrer tout et son contraire. Toujours un effet comique génial et puis surtout on s'ennuie pas. Il y a aussi une scène super marquante, encore une fois, où tu peux rigoler et pleurer dans le même épisode, ce que j'adore dans les séries, c'est que t'as Ted, vers la fin de la série, qui se parle à lui-même dans 20 minutes. Il est à table avec Barney, et en fait, ils sont en face l'un de l'autre, et ils vont être rejoints par un autre Ted et un autre Barney, dans des Barney de 20 minutes dans le temps après, qui reviennent dans le passé pour les convaincre de ne pas aller à la soirée où ils devaient aller.
En gros, ils disent non, la soirée elle est pas bien, vous devez rester là. Et après, il y a les TED d'1 heure après les 20 minutes c'est un peu compliqué, mais il y a les deuxièmes TED et les deuxièmes Barney, et puis les troisièmes TED et les troisièmes Barney, qui sont des Barney du futur, de 20 minutes après, 1 heure après, 2 heures après, le lendemain. Je sais plus ce qu'ils allaient voir, mais ils se retrouvent à 6 autour de la table à discuter entre eux, alors que c'est le même personnage à plusieurs moments de la journée. Et ils vont même chanter. Canon en décalé les uns avec les autres. En fait, tu vas découvrir à la fin que Ted était tout simplement tout seul, à boire tout seul, parce que Lily et Marshall sont en couple, parce que Barney et Robin étaient sur le point de se marier, et que lui était toujours tout seul. Et comme il parle de lui depuis le futur, il va s'imaginer trouver sa nana qui cherche depuis le début, alors qu'il la connaît pas à ce moment-là. Il va aller courir dans New York pour aller chez elle, frapper à sa porte et lui dire « Bonjour, je sais que tu es en couple avec machin, on ne se connaît pas encore, on va se connaître dans 17 jours et 55 minutes, je sais plus ce qu'il lui dit, mais tu es ma femme et je t'aime, etc. » Et on va revenir devant le pub, il est sous la pluie tout seul, triste à se dire « Où elle est cette femme ?» Ce moment-là aussi il m'a pris, mais ça te montre vraiment ce que cette série peut faire dans une réalisation dynamique ou dans laquelle tu ne t'ennuies pas une seconde. Et c'est vrai que quand tu regardes un Friends après, même si j'adore Friends et j'en parlerai un jour, en fait, c'est pas qu'une copie dans le sens où quelque part ça révolutionne un peu la façon de raconter l'histoire. En quatrième partie, j'ai envie de vous évoquer quelques moments marquants autres que ce que je vous ai dit avant, des moments singuliers qui peuvent durer quelques minutes, que je vais vous montrer en même temps que je parle si j'arrive à trouver des vidéos et si jamais YouTube me laisse les montrer. Il y a l'épisode où ils vont se rendre compte chacun qu'ils ont un défaut. That night, we found out just how much she said it. Oh, that's great. But Nice. this wasn't your first Physique, Marshall qui arrête pas de chanter, même en faisant sa lessive. Paying my bills using return address label from a charity that I haven't given money to. Lily qui quand elle mange fait beaucoup de bruit. Encore lié à cette réalisation qui est géniale, mais cet épisode où chacun a ses défauts, même si ça n'avait pas avancé l'intrigue, il est très drôle et très bien vu. T'as l'épisode du Nouvel An où ils passent tous un Nouvel An en limousine et où Ted raconte avec brio que le Nouvel An c'est la pire soirée de l'année parce que c'est la soirée que tu organises le plus en avance et qui se passe jamais comme prévu parce que plus tu prévois, plus le cosmos te fout des bâtons dans les roues et te fait passer une soirée de merde. Bam. Definitely getting psyched. Oh, God. Driver! Hello! Dude, you're driving a limo now. That's awesome! Et malgré le fait que la soirée se soit pas très bien passée, être avec ses amis, c'est tout ce qui compte, c'est la moralité de cet épisode-là. Et moi, j'aime beaucoup ce comique de répétition avec Barney qui est avec sa compile, avec son CD, qui le met dans la limousine. C'est encore un épisode où je me plais à voir ces personnages ensemble. La demande en mariage de Barney, tout ce qu'il a préparé depuis déjà plusieurs épisodes, parce qu'encore une fois, ce système de flashback te permet de voyager. Il y a le premier cours de Ted quand il est prof, et qu'il arrive sur son tableau dans Mauvais Amphi déjà, mais il le sait pas, et qu'il écrit « Je suis le prof », et il s'arrête à la lettre F parce qu'il sait pas s'il doit mettre un deuxième F ou pas, et il se retourne, il voit une élève qui le regarde, il commence à mettre un deuxième F, et il fait... Après, il transforme le F en E, il la regarde et elle fait... il continue. Rien que de penser à ça, je rigole. Je trouve ça absolument génial parce que ça montre, voilà, c'est pas parce que t'es un prof que tu sais tout. Et quand t'es jeune, t'as l'impression que tes profs savent tout, mais c'est pas forcément le cas. T'as encore une fois le Barney qui, dans la saison 2, on va se rendre compte peut-être même dans la 3, que Barney, quand Lily va partir à San Francisco, après avoir cassé avec Marshall, après s'être séparé de lui pour aller essayer de faire sa vie toute seule, et que Marshall ne s'en remet pas, il va prendre l'avion en secret sans le dire à personne, frapper à la porte de Lily, lui dire que Marshall il est malheureux, il faut qu'elle revienne, je t'offre un billet de retour si t'as pas les moyens de revenir, il se casse, et après, en fait, on découvre que c'est grâce à lui qu'ils se sont mis ensemble, alors que, un peu comme Romano dans Urgence, en fait, le gars, il te dit des trucs en face, mais s'il fait des bonnes actions, il va pas le dire. Et c'est les personnages que je préfère en général dans les séries, c'est ceux qui disent ce qu'ils pensent, et quand ils font quelque chose de bien, ils ne le crient pas sur tous les toits. Et je pense enfin à l'épisode, il y en a des tonnes, hein, mais il y en a qui me reviennent spontanément, l'épisode où Barney fait le marathon de New York. Marshall s'entraîne en fait depuis des années à faire le marathon, mais il se blesse. On va découvrir
progressivement pourquoi il s'est blessé, mais du coup, il a sa place qui est libre, et Barney lui dit, je vais prendre ta place et je vais gagner ce marathon. Il fait, mais tu rigoles, c'est demain, tu t'es pas entraîné. Et Barney qui dit, mais pourquoi je m'entraînerais pour en faire un marathon? Il suffit juste de courir et c'est tout. Et en fait, il dit, ouais, mais on court pas comme ça, il faut s'entraîner des mois, etc. Il fait, non, moi je peux courir. Et en fait, on le voit, le mec il court, il gagne, enfin il est bien placé, il a pas l'air fatigué, donc tu te dis, putain, c'est Barney. Barney, ça a pas de sens, il peut faire un sport de haut niveau sans s'entraîner. Alors évidemment, il y a une chute, parce qu'on va découvrir qu'en fait, il a plus de jambes du tout, qu'il peut plus bouger, et que ça va se déclencher quelques heures après. Mais encore une fois, vu que j'aime beaucoup Barney et que ce personnage n'a pas de sens et peut faire vraiment tout et nous faire croire que c'est possible puisque quelque part il est plein de mystères, bah moi ça c'est un épisode qui m'a marqué en dépit du fait qu'encore une fois il fait pas forcément avancer l'intrigue principale. 5e partie sur les 6, les fils rouges. La série est remplie de fils rouges qui permettent de te faire tenir toutes les saisons, en dépit du fait que le but de la série, soi-disant, c'est de te faire rencontrer la mère, des enfants, même si pour moi, c'est la 6e partie, il y a autre chose à voir que ça. Mais il y a des fils rouges comme le pari des baffes. En fait, suite à un pari perdu, Barney va accepter de se prendre un certain nombre de baffes par Marshall, mais des baffes très fortes, hein, que Marshall peut lui donner à n'importe quel moment dans sa vie. No. Et donc tu attends à chaque fois, c'est con, mais tu vas attendre quand est-ce que les baffes vont tomber. T'as aussi les sosies, chacun a son sosie. En fait, Barney va parfois se déguiser en sosie de lui-même juste pour les brouiller, parce que c'est Barney. Tu as tout ce qui est intervention. À chaque fois que le personnage va sortir, on va dire, de sa route d'après les autres, ils vont essayer de faire une espèce de réunion privée où ils vont leur expliquer, mais j'aime pas ta petite copine, ou ta petite copine elle est pas bien, ou tu peux pas continuer à faire ça, ou tu peux pas continuer à faire ce métier-là. Donc ces interventions régulières où chacun va y passer quelque part dans une espèce de jugement entre amis. T'as aussi beaucoup de guests de Buffy qui sont invités. Et encore une fois, je vous l'ai dit au début, je cherchais une série pour prendre la relève de Buffy, mais à How I Met Your Mother, les créateurs sont fans de Buffy. Et ça se sent parce que bon, outre Alison Hannigan, tu as le personnage de Oz qui est là, tu as le personnage de Andrew, tu as le personnage de Jonathan, tu as le personnage du maire, tu as le personnage de Fred dans Angel, tu as Wesley, t'as une bonne dizaine de personnages de Buffy qui sont pas forcément des personnages principaux, mais qui ont été quand même des personnages marquants. Dernière partie, c'est la mère. Et la mère dans tout ça. Il y en a plein qui vont dire, la mère, on apprend qu'elle est décédée vers la fin et qui raconte comment il l'a rencontrée alors qu'elle est décédée quelques années avant. Tu te dis, bah à quoi ça sert d'avoir raconté tout ça si c'est pour qu'elle meure? Elle veut rien dire cette question. Le but c'est pas la destination du voyage, le but c'est qu'est-ce qui se passe pendant le voyage. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça dure 9 ans ou 15 ans ou 50 ans, puisqu'on parle de la vie, on parle de quels ont été tes choix pour que ça t'emmène à tel endroit, à tel moment, avec telle personne. Et d'ailleurs, d'une manière générale, quand les fans prennent le pouvoir sur une série et disent « j'aime pas cette fin » ou « j'aime pas ce que t'as fait de ça », j'ai envie de dire, les gars, il y a un boss, il y a le créateur de la série, les scénaristes, c'est eux qui décident. On n'a pas à dire cette fin n'est pas bien, c'était pas la fin qu'on voulait. Vous n'avez pas à vouloir quelque chose. On n'a pas à vouloir quelque chose. On a juste à suivre une histoire qui est dans la tête de quelqu'un qui nous la raconte. Maintenant que j'ai dit ça, effectivement, le fait que la femme de sa vie soit finalement Robin et pas sa femme, moi je trouve ça tout à fait plausible. Que la mère de tes enfants ne soit pas forcément la femme de ta vie. Je trouve ça aussi plausible que tu puisses avoir 2 femmes dans ta vie. Et surtout, dès l'épisode 1, on voit clairement que Robin est à part, donc quelque part, tout était annoncé, ça ne sort pas de nulle part. Donc j'ai pas compris cette fin controversée où on disait que c'était pas normal de faire mourir la mère, que c'était pas normal que Ted sorte finalement avec Robin, même en 2030. Pourtant, regardez le pilote, tout y est. Et après, on dit que ça a été trop long, 9 saisons, mais moi, franchement, ça aurait pu durer 40 saisons où j'aurais passé mon temps à les regarder faire la vaisselle. À partir du moment où j'aime les personnages, je peux les suivre aussi longtemps qu'il le faut, même si effectivement, j'accepte que les créateurs disent que ça va se jouer en temps de saison et pas plus. Il y a beaucoup qui disent que les premières saisons sont meilleures que les dernières. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que chacune est différente, y compris la dernière où quelque part, tu as une saison complète qui va durer 2 jours. Pendant le fameux mariage. Et s'il vous plaît, si vous regardez la série et que vous la connaissez pas, ne la regardez pas en VF. Et ne me dites pas, je peux pas lire 2 choses en même temps, moi l'anglais je comprends rien, les sous-titres on peut très bien les lire, mais en tout cas vous allez passer à côté d'énormément de choses, ne serait-ce que la blague de Barney sur son travail, si jamais tu retires please, comme il le dit, ça a plus aucun sens, de toute façon une VF n'a pas de sens, c'est un non-sens, on n'a pas à traduire, je vais m'énerver, mais je vais essayer de rester calme. Mais surtout, les VF, aussi bien de Friends que d'How I Met, c'est inaudible. Surtout la voix de Barney. Je sens que ça va être Attends la suite. Sinon, hallucinant.
La voix de Barney en français, c'est catastrophique. Et honnêtement, outre le fait que les voix ne collent pas, j'ai un problème avec les traductions et avec la façon de faire parce que une série comique en partie sur les dialogues, si tu enlèves la langue originale, tu perds la moitié de l'intérêt, la moitié de la puissance comique des dialogues. S'il vous plaît, pas de VF pour cette série. Il y a des séries qui sont regardables en VF, hein, comme Lost par exemple, je la regarde en VF sans problème. Mais ouais, ils mettent les sitcoms en général, pas de VF. Déjà que t'as des faux rires enregistrés dans le public, si en plus t'as des fausses voix entre guillemets, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur How I Met. Encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Ce voyage de 9 saisons. Et franchement, quel beau voyage. Moi qui étais vraiment pas bien en 2010, cette série, elle m'a vraiment porté, elle m'a aidé à aller beaucoup mieux. Et j'avais vraiment envie de faire partie de cette bande de potes, comme j'ai envie de faire partie de la bande de Friends. Et comme dans toute bonne série, où j'ai envie de faire partie des personnages et des groupes que je vois, c'est plus que jamais le cas dans How I Met. Si vous voulez voir une série qui se regarde toujours facilement en 2020, et que vous aimez les sitcoms surtout, foncez les gars, foncez. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao.